si on n'utilise pas certaines connaissances pendant plusieurs années, ces connaissances-là viennent à être oubliées. Hey, salut! Ici Capitaine Adam Horton du Balado de l'Armée canadienne. Si vous êtes un militaire du rang de l'Armée canadienne, vous vous souviendrez d'avoir suivi certainement 2 cours d'instruction clés au début de votre carrière, soit la qualification militaire de base terre, qui est un cours qui montre aux soldats comment utiliser des mitrailleuses et des grenades, et le cours de chef subalterne de l'armée, qui entraîne les soldats à prendre charge d'une équipe de soldats pour exécuter des tâches. Il y a des changements importants qui prennent place au cours et pour nous les expliquer, on a le lieutenant-colonel Patrick Chartrand du Centre d'instruction au combat à Gagetown. Bienvenue au balado, monsieur. Merci, Adam. Donc, peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle dans les changements? Donc, moi, au CIC, je suis le G7. Je suis responsable de tout ce qui est les normes pour les qualifications de nos cours. Je suis pas responsable nécessairement de la production et du CFTPO et des tâches. Je gère vraiment la partie normes pour m'assurer que les soldats qui vont sur des cours ont les normes nécessaires et atteignent les normes nécessaires pour leur qualification. Quand on a commencé à regarder l'option pour enlever le QMB Terre puis le CCSA, j'ai été un des joueurs pour faire les analyses, pour savoir ce serait quoi les impacts, puis comment qu'on pourrait retirer ces cours-là de la façon la plus efficace, et puis ce serait quoi la prochaine étape une fois que ces cours-là sont retirés. Donc, c'est quoi les changements exactement qui prennent place? Le 18 mai, le CAN4Gen a été publié, et puis en date du 21 mai, ces changements-là sont efficaces. Donc, tous les métiers de l'armée, à l'exception des blindés, génie de combat, puis les artilleurs, n'ont plus besoin de compléter le QMB Terre puis le CCSA dans le cadre de leur progression de carrière. Et pourquoi on a fait ces changements-là? Une des raisons, c'est la capacité de notre système d'entraînement. Nos ressources clés dans l'entraînement, c'est nos instructeurs puis le temps. Et puis, comme on le sait, la majorité de nos instructeurs viennent des unités en support pour les cours. Donc, ça prend toujours un équilibre entre l'entraînement individuel, l'entraînement collectif, puis les besoins opérationnels. À cause de ça, on est toujours limité dans le nombre de cours qu'on peut donner par année. On a aussi vu au cours des dernières années que plusieurs de nos cours ont augmenté en durée. Une des raisons, c'est l'impact des nouvelles technologies sur le champ de bataille. Donc, par défaut, si nos cours sont plus longs, ça crée plus de pression sur nos instructeurs, mais aussi ça augmente le temps requis pour qualifier notre personnel. Donc, en enlevant le QMB Terre puis le CCSA, on s'attend à ce qu'il va y avoir des réductions dans le temps requis pour qualifier notre personnel, puis que ça va créer aussi de l'espace pour enseigner d'autres de nos cours qui sont critiques. Un des exemples, c'est que dans la prochaine année, l'armée va enseigner 12 QMB décentralisés en support à l'École de leadership et de recrues des Forces canadiennes qui ont dû diminuer leur production à cause de la pandémie. Ça, on n'a pas le choix. Il faut qu'on enseigne ces cours-là. Pour la simple raison qu'au cours de la dernière année, on a dû annuler plusieurs de nos cours PP1 juste parce qu'on n'avait pas assez de candidats. Donc, il faut qu'on enseigne des cours de base pour s'assurer qu'on a assez de candidats qui puissent suivre les cours suivants et progresser dans le système. Une autre raison, c'est qu'avant le CAN4Gen, il y avait des différences entre certains métiers dans ce qu'on appelle les Purple Trades. Un Purple Trade, c'est tout métier qui peut être employé dans n'importe quels éléments. Donc, armée, force aérienne ou force maritime. Donc, par exemple, un membre du rang qui portait l'uniforme de l'armée dans un Purple Trade devait compléter son CCSA pour être promu au grade de caporal-chef, tandis qu'un aviateur ou un matelot n'a pas besoin de ce prérequis-là. Donc, ça crée des frustrations parce qu'on se retrouvait à l'occasion où que 2 personnes dans la même unité qui faisaient le même travail ne pouvaient pas être promus au même moment puisqu'un devait compléter des cours additionnels. L'inverse était aussi vrai. Donc, on pouvait se retrouver avec un membre du rang de l'armée qui était employé sur une base navale et jamais passé aucun temps de sa carrière dans une unité de l'armée, mais il devait quand même compléter le CCSA pour être promu au grade de chef. Donc, en enlevant ce prérequis-là, on se retrouve maintenant où est-ce que tous ces métiers-là sont à égalité en termes de qualifications requises pour être promu au prochain grade. Oui, puis tout justement, comme vous avez fait mention, c'est vraiment dans l'armée, pour ceux qui ne savent peut-être pas, ou dans les forces en général,
faut faire certains cours pour progresser. C'est pas juste, vous travaillez fort, vous êtes une bonne personne, ça fait 4 ans que vous êtes là, on y va. C'est vraiment, il y a certains cours, puis des différents métiers ont différents cours qu'il faut faire. Donc, si vous n'avez pas ces cours-là, vous avancez pas. C'est aussi simple que ça. C'est exactement ça. Donc, en retirant les prérequis pour le QMBTR puis le CCSA, ça, c'est 2 prérequis de moins qui doivent être complétés pour permettre la progression des membres du rang. Si on en regarde les soldats, puis le concept d'être un soldat en premier, puis le meilleur exemple qu'on voit souvent en entraînement, c'est que vous soyez un soldat ou un caporal-chef ou un capitaine, si vous arrivez sur la scène d'un accident, un Canadien en général qui voit quelqu'un qui est en uniforme, on se dit, cette personne-là a une certaine formation, s'il y a un accident, on s'attend qu'il soit capable de s'impliquer, mais dans un contexte de combat, on s'attend aussi que tous les soldats soient capables de peut-être être efficaces au combat, mais peut-être en changeant ce système d'entraînement-là, mettons un Christo, il y a peut-être moins d'expérience de combat à ce point-ci au début de sa carrière. Qu'est-ce que vous direz aux personnes qui seraient critiques qu'ils ont besoin de cet entraînement-là au début? Bien, si on regarde la façon que le Can4Gen a été écrit, il n'y a rien qui empêche nécessairement à ces corps de métiers-là de faire leur propre analyse et de déterminer si les métiers qui n'ont plus besoin de faire cet entraînement-là ont quand même besoin de certains de ces connaissances-là au courant de leur carrière. Qu'est-ce qu'on devrait regarder, c'est est-ce qu'un soldat a besoin de ces qualifications-là le premier jour qu'il se présente à son unité? Si on prend l'exemple d'un cuisinier, est-ce qu'un cuisinier a besoin de savoir comment lancer des grenades pour faire son métier? J'aurais tendance à dire que non. Par contre, si on pense que plus tard dans sa carrière, il va avoir besoin d'entraînement-là, ou si cette personne-là se déploie en opération, et puis on doit lui enseigner ces connaissances-là, c'est toujours possible de le faire dans le cadre de la préparation au déploiement. Puis j'aurais tendance à penser qu'un cuisinier qui n'a jamais lancé de grenade après son QMBTR, probablement on lui enseignerait à partir de la base au moment de le déployer pour s'assurer du côté de sécurité. Parce qu'on le sait que si on n'utilise pas certaines connaissances pendant plusieurs années, ces connaissances-là viennent à être oubliées. Et puis c'est juste plus sécuritaire de recommencer à la base. Oui, certainement. Puis, dans plusieurs contextes pour la préparation en déploiement, on voit que peut-être certains soldats ont un petit peu moins d'expérience, mais tant qu'on a un système d'entraînement en place qui s'assure que tout le monde peut acquérir ces connaissances-là puis les pratiquer un peu, ça prend pas tant de temps que ça pour arriver à un point où est-ce que vous êtes efficace avec cet équipement-là. Non, c'est ça. Puis, on s'attend à ce que lorsque les membres arrivent à l'unité, il va y avoir un peu de mentorat qui va être nécessaire, c'est certain. Mais ça peut être fait dans le cadre de l'entraînement normal d'une unité et puis dans leur montée en puissance ou dans leur entraînement collectif qui conduisent à chaque année. Puis, tout justement, si on en regarde, par exemple, les fantassins dans un contexte de réserve, il y avait de l'entraînement sur certaines armes qui ont été enlevées, puis que ça a été poussé au niveau de l'unité pour faire cet entraînement-là. Bel exemple, c'était le pistolet. Non, c'est ça. Il y a plusieurs parties de l'entraînement. Si on prend l'exemple d'un fantassin réserviste qui ne sont pas enseignés nécessairement à l'unité, au même niveau, au même temps qu'un soldat régulier. Quand ces soldats-là arrivent dans une unité, s'ils n'ont pas l'entraînement pour la mission, bon, à ce moment-là, dans le cadre du pré-déploiement, c'est là qu'on va leur enseigner. Donc, une approche similaire pourrait être faite avec les autres soldats qui, maintenant, auront plus le QMBTR. Est-ce qu'il y a peut-être un risque au niveau de l'unité qu'ils n'ont pas nécessairement la capacité d'effectuer cet entraînement-là? Dans la majorité des cas, l'entraînement est déjà conduit. On voit ça dans le cycle annuel. On le fait surtout comme refresher, si je peux dire. Dans le cas de personnes qui ne sont pas qualifiées, c'est possible de donner un entraînement un peu plus spécifique, puis après ça, de les embarquer sur le même cycle d'entraînement que le reste de l'unité. En parlant un peu plus sur le côté leadership, quel impact est-ce que vous voyez ces changements-là au niveau du cours de chef subalterne? Donc, pour le corps blindé, artillerie et puis génie de combat, eux, pour l'instant, il n'y aura pas de changement immédiatement. Leur corps est en train de conduire une analyse pour savoir quels éléments de ces cours-là ils vont être transférés plus tard dans la carrière ou à quel moment dans leur progression. Donc, on ne s'attend pas à ce que ce soit un transfert 1 pour 1. Par contre, une fois que l'analyse va être complétée, on devrait être en mesure d'avoir une meilleure idée. Présentement, les corps de ces 3 métiers-là sont fait indiquer qu'ils doivent avoir un plan de transition
prête à être mise en place pour l'automne 2021. Par contre, le plan de transition ne commencera pas nécessairement à cet automne. Il va être expliqué, il va être briefé, il va être développé. Et puis, une fois que ça va être en place, ça se pourrait qu'on continue de rouler certains cours de QMBTR puis de CCSA au courant de l'automne, jusqu'à temps que le plan de transition soit en place. Mais s'il y a certains éléments du cours de CCSA qui pourraient être pris, puis être transférés plus tard dans la progression de carrière, dans des cours qui existent déjà dans ces corps de métier-là. Là, on a implémenté ces changements-là au niveau du corps des membres du rang. Est-ce qu'il y a la possibilité qu'on ait quelque chose du genre pour le corps des officiers aussi? Pour l'instant, non. La priorité, c'est de compléter les analyses pour le QMBTR puis le CCSA, s'assurer de finaliser tous les changements et puis de s'assurer de couvrir tous les impacts de deuxième et troisième ordre qu'on pourrait détecter au fur et à mesure qu'on ajuste cette partie-là. Une des choses qui est importante, c'est qu'on a beaucoup de publications qui doivent être mises à jour. On doit s'assurer que nos normes et nos prérequis sont mis à jour pour refléter ces nouveaux changements-là. Donc ça prend un peu de temps. Puis c'est certain qu'il va falloir ajouter certains autres cours pour s'assurer que si le CCSA était un prérequis, là, il faut déterminer est-ce qu'on rajoute certaines périodes à ce cours-là ou on est satisfait à ne pas demander une équivalence pour participer à ce cours-là. Donc ça, c'est encore des analyses qui sont faites. On s'attend à ce que ça prenne plusieurs mois pour tout mettre ça en place. Mais une fois qu'on va être satisfait, il n'y a rien qui nous empêche de regarder ça va être quoi la prochaine étape de l'évolution. Mais pour l'instant, il n'y a pas de plan pour la partie officier. Et est-ce qu'il y a des changements qui s'appliquent particulièrement aux réservistes? Encore là, l'analyse va devoir déterminer c'est quoi les impacts. Donc, on ne peut pas vraiment spécifier les changements. Par contre, c'est certain que les 3 métiers donc j'ai identifiés, donc blindé, artilleur et génie combat, vont être affectés de façon similaire à la régulière. Certainement, avec des changements, tout le monde a une opinion, c'est sûr. Puis c'est tout le temps, il y a des critiques, il y a du monde qui pose des questions. Est-ce qu'il y a des questions en particulier qui vous est arrivées, donc vous voulez peut-être répondre? Un des points qui a été soulevé, c'est qu'il y a des inquiétudes à ce que les 3 quarts de métiers qui vont devoir continuer pour l'instant à faire QMBTR puis le SCC, que dans leur analyse, ils font juste prendre ces 2 cours-là puis les imbriquer dans leur système tel quel. Puis là, ça fait en sorte qu'il n'y a pas vraiment d'économie. C'est pas ça l'intention. L'intention, c'est vraiment de faire une analyse puis de voir où est-ce qu'on peut sauver du temps et puis d'ajuster l'entraînement pour que ça soit plus spécifique à ces corps-là. Si on prend l'exemple des ingénieurs, dans le cours de QMBTR, ils voyaient certains entraînements reliés aux mines et aux explosifs. On le sait très bien que dans leur carrière, très tôt dans leur carrière même, ils voient déjà ce type d'information-là, puis ce type d'entraînement-là, puis c'est même plus élaboré que qu'est-ce qu'ils savent sur le QMBTR. Donc, ça, c'est déjà une matière qui ne serait pas nécessairement besoin d'être transférée sur le cours. Un autre exemple aussi, c'est pour ajuster l'entraînement plus spécifique à ces corps de métier-là. Si on regarde en ce moment sur ces 2 cours-là, on demandait aux candidats de faire des positions défensives comme les fantassins le font. Donc, des positions défensives creusées avec le même type d'ennemi qu'un fantassin verrait normalement. Donc, ça pourrait être une possibilité qui va être déterminée dans l'analyse que la position défensive serait maintenue pour le corps pour les artilleurs, par exemple. Mais par contre, au lieu que ce soit une position défensive typique d'un fantassin, ça serait peut-être une position d'artillerie qui serait défendue selon les méthodes de l'artillerie, puisque le type d'ennemi n'est pas nécessairement le même. Donc, les connaissances de base pour établir la position défensive seraient maintenues, mais dans un contexte qui serait plus près de la réalité pour un artilleur. Vous soulevez un bon point que souvent, c'est peut-être pas considéré, c'est il y a toujours une difficulté entre maintenir, tu sais, qu'on travaille tout ensemble en travail d'équipe comme que l'armée est supposée de faire, mais aussi d'apprendre notre propre métier puis faire ce qu'on a à faire. Donc, c'est important de voir qu'est-ce que les autres font, mais c'est aussi important de savoir qu'est-ce qu'on est supposé de faire dans le processus de l'équipe. Puis ça, c'était un des points soulevés pendant notre analyse. C'est avec ces changements-là, ça va permettre aux soldats d'avoir une expérience plus rapide reliée à leur propre métier. Ben merci beaucoup, monsieur. Je sais que c'est pas facile de parler des changements comme ça, puis c'est sûr qu'il y a des gens qui ont beaucoup à dire au sujet, mais j'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps de nous en parler. Ben merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Adam.
Ça, c'était le lieutenant-colonel Patrick Chartrand du Centre d'instruction au combat à Gagetown. Si vous voulez en savoir plus au sujet de Can4Gen 7221 qui parle de ces changements-là, vous pouvez le trouver sur les systèmes qui existent ou parler à votre chaîne de commandement pour vous assister. Hey tout le monde, moi j'aime me promener en moto. Il y a plusieurs de vous qui aiment ça aussi. Faites attention à vous-même parce qu'on veut rester sain et sauf pour pouvoir faire qu'est-ce qu'on a à faire. Et si vous n'avez pas de moto, faites attention à ceux qui en ont. Moi, je suis Capitaine Adam Horton pour le balado de l'armée canadienne. Prenez soin de vous.